Alors nous voici d'abord avec Lautréamont, que nous devons à l'art et à la générosité de Paz Corona de parler sous le patronage de Isidore Ducasse, dit Lautréamont. Il faut peut-être l'enlever de ce papier. Elle a arraché ça de son bloc qui nous a déjà valu de voir Evita Peron et de voir Pasolini. Et voilà, oh, il y en a même plusieurs. Je ne sais pas comment on peut le poser. On ne va pas le coller, non. Un aimant peut-être. Voilà. Ah, il y a aussi Joyce. Oh, elle a fait toute la série, c'est pas vrai. Et Léopardi. Oh. Je ne sais pas s'il y aura assez de plot pour tout ça. Oh. Ça, c'est Quevedo. C'est Shakespeare. C'est Shakespeare. Oui. Et l'autre, c'est votre Lamennais. Ah, c'est Lamennais. Bon, alors, c'est pour une autre fois Lamennais. Merci, passe. Bon, donc, là, c'est poésie et politique. Comme vous le savez, j'ai trébuché là-dessus en écrivant, en répétant la phrase fameuse qui plaisait spécialement d'ailleurs aux communistes, à Aragon, la poésie par tous, point, non par un. J'ai dit comme la politique, et après je me suis dit, c'est un peu rapide, allons voir le contexte, et j'ai vu que le contexte était plus complexe, en même temps que plus j'y ai pensé, plus je me suis dit, mais c'est un thème absolument fondamental, bien qu'il paraisse baroque au premier abord. Bien entendu, la question fondamentale de la poésie, c'est la politique. Pour une raison très simple, c'est que la poésie, ne compliquons pas, c'est la langue, c'est un rapport électif, fondamental, fondateur avec la langue, avec une des langues de Babel, puisque la poésie est strictement liée à une langue, la traduction posant des questions spécialement aiguës dans cette matière pour passer d'une langue de Babel à l'autre. Monsieur Litvin, ce matin, qui n'était pas là ce matin, on a évoqué Babel à propos d'une phrase de Lacan. J'ai rappelé la place que ça prend dans l'ésotérisme et la place que prend Babel aussi pour Dante au début du De Vulgari Eloquentia. Donc les langues de Babel, la poésie est liée toujours à une des langues de Babel, et par là, elle est liée, je ne crois pas que ça fasse un saut que de dire, elle est liée à l'esprit d'un peuple. Elle est liée au peuple qui parle cette langue, au peuple qui habite cette langue, si on veut parler comme le grand Martin. Donc, déjà par là, on voit qu'il y a un rapport avec, disons, avec le peuple. Mais il y a un rapport, je dirais même encore plus évident, enfin, pas plus évident, mais il y a aussi un rapport explicitement avec le pouvoir. Il suffit d'écrire au tableau, dans l'espace qui nous reste, la ligne supérieure du discours du maître, qui est faite simplement du rapport S1, S2. Si S1, c'est le signifiant du pouvoir, le signifiant maître,
il appelle un second signifiant qui lui donnera le sens qu'il faut. Et il n'y a pas d'exemple dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, de l'espèce humaine, il n'y a pas d'exemple qu'un pouvoir ait négligé d'asservir ceux qui savaient, ceux qui avaient l'art du signifiant. Et donc, depuis toujours, le pouvoir, le signifiant maître, a besoin d'être célébré, de faire naître cet effet de signification. Tu es grand, tu es fort, tu es ce qu'il faut être, par des serviteurs du signifiant d'eux. Et donc, c'est la forme de l'éloge, c'est la forme qui, au moins avant les temps modernes, fait des poètes les stipendiés du pouvoir, et au fond, je ne sais pas, pensons à Athènes aussi bien qu'à Rome, n'oublions pas Virgile, l'Énéide, c'est un poème de part en part politique, on dit même qu'il a été liquidé à la fin, nous en parlions, qu'il a été liquidé à la fin par Auguste parce qu'il ne faisait pas ce qu'il avait à faire. Et donc, le rapport au pouvoir est une constante de l'exercice poétique. Et sans doute, il y a une rupture avec les temps modernes où le poète, au contraire, conteste cet exercice, moyennant quoi il est déterminé quand même par le même discours, ne serait-ce qu'au titre de le contester, comme dit Lacan. Et c'est le poète maudit, c'est le poète en rupture de ban, le poète qui s'inscrit comme rebelle au discours du maître, mais dans un rapport étroit avec le discours du maître. C'est ça que je voulais dire en introduction, c'est qu'après avoir été stupéfait, quand même touché, étonné par le poésie et politique, je me suis rendu compte que non seulement il y avait des exemples, mais que c'était consubstantiel à la poésie que ce rapport au discours du maître. Alors que ce n'est pas consubstantiel au discours de l'université. Même si Joyce a dit qu'il avait travaillé pour donner 300 ans, comme Lacan l'avait cité, 300 ans de travail aux universitaires, c'est dérivé. Alors, Lautréamont, là-dedans, lui, il ne joue pas le rebelle. Alors c'est très difficile, je me suis plongé dans les actes d'un colloque de Cerisy sur Lautréamont, c'était Lautréamont et Rimbaud, que Rosemary Bognar, toujours elle, a bien voulu me photocopier dans une bibliothèque. Évidemment, c'est extrêmement complexe, il y a des discussions sur... Personne ne comprend la place d'énonciation exactement de Lautréamont. On ne sait pas s'il plaisante, on ne sait pas s'il est pour, s'il est contre, s'il est des deux à la fois. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. J'ai bien l'intention de m'y retrouver, mais un peu plus tard, parce que là, en lisant une seule fois ces articles un peu en diagonale, on n'arrive pas à conclure. Moi, je me suis fié simplement à ma lecture. On a en Lautréamont quelqu'un qui, dans le Lautréamont des poésies, ou le Lautréamont de ce passage, un poète qui s'affirme comme un maître. Je veux dire, je pourrais dire, je ne connais pas de poète qui s'affirme autant que lui comme un maître. Toutes les contestations sont possibles et bienvenues. C'est ça l'avantage du séminaire, et j'associe en haut livre. Je l'ai lu comme ça. Je suis allé, comme il fait l'éloge,
enfin, il dit à un moment, c'est tout à fait naturel de lire, après avoir lu Racine et Corneille, de lire Descartes, enfin, ou l'équivalent. Enfin, bon, c'est tout à fait naturel. En revanche, ça n'est pas naturel, après avoir lu Victor Hugo, etc., de lire Taine et Biéchy, le traité de l'induction. Il veut dire qu'au temps moderne, justement, les poètes ne sont pas au niveau des hommes de science. Ce ne sont pas au niveau de l'exercice rationnel. Que c'était vrai au XVIIe siècle, qu'il y avait une congruence entre l'esprit scientifique et l'esprit poétique, et que ça se brise au temps moderne, à savoir que nous avons des romantiques qui sont des têtes molles, c'est quand même les grandes têtes molles, cette expression qui est célèbre de Lautréamont, les grandes têtes molles qui parlent à tout le monde, les grandes têtes molles, les grandes pleureuses du romantisme, etc., dont il ne veut pas entendre parler, et il oppose à ça Biéchy, l'induction. C'est un peu long à venir, je l'ai commandé, mais enfin, ce Biéchy est un touche-à-tout qui, entre autres, a parlé des lois de l'induction logique et le thème de l'intelligence que j'avais regardé jadis en bibliothèque, que j'ai fait venir, mais enfin, et qui est un traité synthétique sur la faculté sur les facultés de connaissance telles qu'on pouvait le faire à la fin du XIXe siècle. Il y a tous les grands psychologues du XIXe qui sont en quelque sorte condensés et au fond pour Lautréamont, ça c'est l'exercice de la raison qu'il valorise par rapport aux pleurnicheries des romantiques. Bon. Je le confirme d'un passage de Lautréamont, des Chants de Maldoror, qui m'a été indiqué par un des articles que j'ai lus. C'était une des références d'une phrase dans un article de Cerisy, qui vraiment montre qu'on a affaire à un hypermètre. C'est le chant 5e, la strophe 3 du chant 5e. Et au fond, je vais en lire deux, trois passages, j'avais annoncé une introduction. Il se gendarme contre ce qu'il appelle, c'est le début, l'anéantissement intermittent des facultés humaines. À savoir qu'on dort. Et dormir est pour lui une dépossession. Quoique votre pensée penchât à supposer, ce ne sont pas là des mots. Qu'il lève la main celui qui croirait accomplir un acte juste en priant quelques bourreaux de l'écorcher vivant. Mes yeux chercheront la marque des cicatrices, etc. Je ne connais pas ce que c'est que le rire. Voilà plus de 30 ans que je n'ai pas encore dormi. Depuis l'imprononçable jour de ma naissance, j'ai voué aux planches somnifères une haine irréconciliable. Il ne veut pas dormir. C'est prévu chez Lacan, n'est-ce pas? À un moment, chez le névrosé, je crois que c'est chez le névrosé obsessionnel, qui ne veut pas fermer de l'œil et qui veut travailler sans dormir. C'est un cas très grave, je connais. C'est moi qui l'ai voulu que nul ne soit accusé, etc. Distinguez-vous sur mon front cette pâle couronne, celle qui la tressa de ses doigts maigres fut la ténacité. Tant qu'un reste de sève brûlante coulera dans mes os comme au torrent de métal fondu, je ne dormirai point. Voilà ce que dit Maldoror. Bon, alors, il y a plusieurs visages de Maldoror, mais enfin celui-là, celui qui me paraît congruent avec les poésies d'eux, etc. Cependant, il m'arrive quelquefois de rêver, mais sans perdre un seul instant le vivace sentiment de ma personnalité et la libre faculté de me mouvoir. Bon, après c'est très beau, mais enfin je ne peux pas tout lire.
Ennemi redoutable de mon âme imprudente, à l'heure où l'on allume un falot sur la côte, je défends à mes reins infortunés de se coucher sur la rosée de gazon. Vainqueur, je repousse les embûches de l'hypocrite pavot. Impénétrable comme les géants, moi, j'ai vécu sans cesse avec l'envergure des yeux béantes. C'est quelque chose, ça. Moi, j'ai vécu sans cesse avec l'envergure des yeux béantes. Au moins, il est avéré que pendant le jour, chacun peut opposer une résistance utile contre le grand objet extérieur. Grand G, grand O, grand E, entre parenthèses, qui ne sait pas son nom. Donc l'hypothèse, c'est Dieu. Car alors la volonté veille à sa propre défense avec un remarquable acharnement. Vraiment raidi dans sa volonté contre l'autre, contre le grand autre. Mais aussitôt que le voile des vapeurs nocturnes s'étend même sur les condamnés que l'on va pendre, oh, voir son intellect entre les sacrilèges mains d'un étranger. Un implacable scalpel en scrute les broussailles épaisses. La conscience exhale un long râle de malédiction, car le voile de sa pudeur reçoit de cruelles déchirures. Voilà comment il parle de sommeil. Humiliation. Notre porte est ouverte à la curiosité farouche du céleste bandit. Grand C, grand B. Voilà comment, je ne m'étais jamais aperçu de ça. Enfin, voilà comment il parle de Dieu, le céleste bandit. C'est prodigieux. Je n'ai pas mérité ce supplice infâme, toi, le hideux espion de ma causalité. Si j'existe, je ne suis pas un autre. Et donc il y a une note pour dire voir un beau je, etc. Je n'admets pas en moi cette équivoque pluralité. Bon. Je veux résider seul dans mon intime raisonnement. Si ce n'est pas ça, être identifié au signifiant maître, je ne sais pas ce que c'est. L'autonomie, 3 petits points, ou bien qu'on me change en hippopotame. Abîme-toi sous terre, ô anonyme stigmate, et ne reparais plus devant mon indignation hagarde. Ma subjectivité et le créateur, c'est trop pour un cerveau. Bon, etc. Le corps, et quand on dort, donc le corps n'est plus qu'un cadavre qui respire. Et remarquez, je vous prie qu'en somme, les draps ne sont que des linceuls. Voilà la cassolette où brûle l'encens des religions. Donc, voilà l'origine des religions vue par Lautréamont, c'est profond. L'éternité mugit ainsi qu'une mer lointaine et s'approche à grands pas. L'appartement a disparu, prosternez-vous humains dans la chapelle ardente. Etc. Jetez un peu de ces... Ne fixez pas mon œil qui ne se ferme jamais. Dès que la nuit exhorte les humains au repos, un homme que je connais marche à grands pas dans la campagne. Je crains que ma résolution ne succombe aux atteintes de la vieillesse, qu'il arrive ce jour fatal où je m'endormirai. Au réveil, mon rasoir, se frayant un passage à travers le cou, prouvera que rien n'était, en effet, plus réel. Voilà la strophe 3 du chant 5 de Maldoror. Moi, je lis une poésie 2 sur le fond de ça. Et donc, comme l'affirmation d'un poète qui n'est même pas au service du signifiant maître, qui est le signifiant maître. Et ça paraît unique de ce point de vue-là. Alors, il faudrait entrer dans le détail de ce
que la promotion de Lautréamont par les surréalistes qui ont fait jouer Lautréamont contre Mallarmé. Mallarmé promu par la génération antérieure, par Valéry, par les symbolistes, ils ont promu Lautréamont, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce Lautréamont-là. Alors il y a Émilie Champenois qui fait des recherches là-dessus, qui va nous dire un mot peut-être sur ce que les surréalistes... quel est le Lautréamont des surréalistes? Non, vous n'êtes pas posé la question. Vous la poserez alors. Il y a aussi, je ne l'ai pas apporté ici, Francis Ponge fait une place à Lautréamont dans sa My Creative Method. Donc dans le grand recueil de Ponge, on a un passage sur Lautréamont, sur la méthode Lautréamont. C'est rue d'Assas, là, je ne l'ai pas apporté. Bon, de toute façon, on ne peut pas tout dire et tout lire. Et donc, c'est ce que j'entends du passage qui me prenait, c'est sur le fond de cette strophe 3. Et c'est comme ça que j'entends que rien n'est plus naturel que de lire le discours de la méthode après avoir lu Bérénice. Rien n'est moins naturel que de lire le traité de l'induction de Biéchy, le problème du mal de Naville, après avoir lu les feuilles d'automne, les contemplations. Donc là, une disjonction au temps moderne. Bon. Voilà le point de départ. Maintenant, nous avons beaucoup de considérations à faire sur des poètes de langues différentes. Peut-être M. Lidwin, qui est notre invité. Je vous remercie d'être là. Merci infiniment. Je dire à propos de Joyce que... voilà. Ben, je tiens à vous remercier infiniment, Jacques-Alain, de m'inviter. Je suis en vacances. Je suis directeur de l'Alliance française de Pondichéry. Et de temps en temps, il m'arrive, pendant mes heures de liberté, de traduire un petit peu de poésie. Et là, j'avais traduit Musique de chambre de James Joyce. Et je pense que, par l'intermédiaire d'Émilie, du marché de la poésie, etc., enfin, je vous passe les détails, c'est arrivé entre les mains de Jacques-Alain, qui a eu la gentillesse de m'inviter. J'ai écrit un petit texte qui, sans prétention réelle, mais qui effectivement peut poser quelques questions sur les rapports entre poésie et politique chez Joyce. Alors, poésie, certes, poésie par la forme poétique traditionnelle, canonique, puisqu'il s'agit de vers, de quatrains, de dizains. Mais je pense que chez Joyce, la poésie est dans la prose. C'est difficile de trouver une prose aussi poétique que, par exemple, à la fin vous connaissez certainement cette nouvelle de Joyce qui s'appelle The Dead, les morts. À la fin, il y a véritablement, là, il y a quelque chose qui est une pulsation poétique qui aussi passe très bien au gueuloir. Et je pense qu'un grand nombre de passages également de Portrait of the Artist as a Young Man, donc le portrait, le sermon sur la damnation éternelle, tout ça appartient en droit à la poésie. Et puis ensuite, la brisure de la langue aussi. Donc chez Joyce, d'après moi, enfin on va prendre Joyce, je pense qu'il vaut mieux prendre Joyce en son entier, en partant effectivement d'un double constat. Premier constat, Joyce est un poète qui, comme le souligne l'auteur de l'introduction de ce livre, qui est un universitaire américain, Mark C. Connor, qui est spécialiste de la poésie joycienne, c'est-à-dire des premiers recueils, musique de chambre et puis poèmes peignards, plus quelques petits poèmes, pas petits, mais des poèmes éparses, des poèmes de jeunesse, des poèmes en italien. Ce critique extrêmement pertinent fait valoir que, avec un concurrent aussi redoutable que W.B. Yeats,
faut se mettre dans ce que c'était que l'Irlande de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. C'est une nation qui vient de connaître la plus grande saignée de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est passé de 8 millions d'habitants avant 1845 à un peu plus de 4,5 millions au début du siècle. Il y a eu la Grande Famine. Cette Grande Famine, c'est environ 1 million de morts, 2 millions d'émigrants, et donc une véritable saignée. Donc on a affaire à un pays qui boitille, et puis un petit pays dont la capitale, Dublin, est un véritable village, quoi. C'est un village. Donc avec un géant comme W.B. Yeats, qui est à la fois le maître, c'est le maître. Joyce, très rapidement, s'aperçoit que son génie ne réside pas dans la fabrication de poèmes tels qu'on les entend d'habitude, qu'on entend le concept d'habitude. Donc il y a ça, et puis on met en parallèle le fait que poésie et politique, un bon nombre de révolutionnaires irlandais étaient des poètes. Parmi les 16 insurgés de 1916, il y avait trois poètes publiés. Patrick Pearse, qui écrivait à la fois en anglais, mais surtout en irlandais. Donc lui, c'est devenu le premier président éphémère d'une république qui a duré une semaine. La défense de la langue était en elle-même une grande cause politique. Ah, complètement. Alors, justement, et c'est là que Joyce, lui, justement, s'inscrit en faux par rapport à ça. Effectivement, la langue, le renouveau de la langue irlandaise est fondamental dans les rapports entre politique et poésie. Thomas MacDonagh était lui aussi un très très grand poète. Il était universitaire en plus. Il enseignait à University College Dublin, qui est l'université qu'a fréquenté Joyce. Et Joyce l'a eu comme enseignant. Et puis le troisième, c'est le comte Joseph Mary Plunkett. Alors, est-ce que vous croyez à la thèse comme quoi, au fond, Joyce a voulu prendre une revanche sur l'anglais, le détruire avec Finnegan's Wake? Pas le détruire. Je pense qu'il a voulu le faire exploser de l'intérieur pour mieux le recomposer en joycien, faire du joycien. Pas le détruire, mais ce qu'il a fait, c'est ce que j'explique dans le petit texte, c'est qu'il passe par toutes les étapes. Il démontre à tout le monde qu'il a une maîtrise totale de l'anglais. Déjà, et vous savez que dans Portrait of the Artist as a Young Man, un professeur fait remarquer à Stephen qu'il parle un drôle d'anglais. Il parle un anglais un peu bizarre parce qu'il est irlandais, et c'est vrai que les Irlandais ont une façon bien à eux de s'approprier l'anglais. Il y a parfois des calques réels. Par exemple, vous avez dû souffrir là-dessus, comme tout le monde quand on apprend l'anglais. Le passé immédiat, je viens de faire quelque chose. I have just done this. Aucun Irlandais, dans le Sud en tout cas, ne dira ça. Il va calquer sa syntaxe sur la syntaxe irlandaise et dira I am after doing this. I'm after doing this. Voilà. Oui. 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 Oui, oui, absolument. Oui, 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 oui. Ben voilà, exactement, c'est ça. C'est du Babel Joyce. C'est pas du Bubblegum, c'est du Babel Joyce. Ouais. Et donc voilà, je pense que il y a une volonté de maîtrise, puis pour faire de prise de conscience de l'altérité de sa façon à soi d'user la langue anglaise, de la prendre, de se l'approprier, de la redonner,
et puis ensuite une subversion. Mais pas une destruction. Par contre, oui, il explose le lexique. Et dans une moindre mesure, la syntaxe. Mais le lexique. Il explose vraiment complètement le lexique. Mais je pense que c'est son projet. Et dans le passage qui nous préoccupe, donc dans Musique de chambre, je voudrais vous lire le poème d'abord en anglais, parce que je pense qu'il est quand même très éloquent. Donc c'est, si vous avez vous n'avez pas le recueil, non, je l'ai mis dans le petit texte. C'est le numéro 21, c'est numéro 21. 21. Voilà. Alors c'est peut-être pas la même traduction, mais c'est pas grave, l'anglais est le même. Voilà. Alors, voilà. He who hath glory lost, nor hath found any soul to fellow his, among his foes in scorn and wrath, holding to ancient nobleness, that high unconsortable one, his love is his companion. Alors moi j'ai traduit de la façon suivante. Celui que la gloire a déserté, qui n'a point trouvé d'âme pour le suivre, qui n'a que mépris et colère pour ses ennemis, et ne jure que par l'ancienne noblesse. Celui-là, solitaire considérable, a son amour pour compagnon. Voilà. Donc là, il y a une véritable... Alors il y a un néologisme, d'après ce que vous m'avez expliqué. Oui, il y a un néologisme, absolument. Je me demandais ce que c'était celui qui n'a found any soul to fellow his. Oui, absolument. Fellow, c'est un compagnon, c'est un ami, mais comme verbe, je ne connaissais pas, et apparemment c'est une création de Joyce. Unconsortable, ça fait partie des... Fellow. Fellow aussi. Fellow, non, je pense pas. C'est un verbe qui existe. Oui, je pense que... Je ne sais pas si ça existe, mais... On comprend. Oui, on comprend très bien. C'est-à-dire, c'est vraiment une nominalité. Mais comme vous avez mis le suivre, je pensais que c'est vrai vous l'avez traduit comme si c'était follow. Oui, on est très proche de fellow. Mais fellow, c'est plus proche, si vous voulez, parce que fellow, on est sur un pied d'égalité. Follow, il y a toujours quelqu'un devant, quoi. Enfin, lui est devant, c'est le maître, encore de nouveau, sur ce thème-là. Alors que fellow présuppose là, au fond, égalité. on a une sorte de maître désolé. Oui. C'est un maître que la gloire a déserté, oui. Qui n'a personne pour faire ami-ami avec lui, si on traduit comme ça, to fellow, et qui ne jure que par l'ancienne noblesse, donc un côté aristocratique, Eviradnus, vieux, là, comme dans la légende des siècles, un noble décavé, enfin, etc. Celui-là, solitaire considérable, comme vous traduisez, qui a une sorte d'écho de passant considérable que Mallarmé avait infligé à Rimbaud, a son amour pour compagnon. On ne sait même pas si c'est la personne ou si c'est la poésie, l'amour de l'amour. Voilà. Oui, l'amour du geste poétique. Alors, pour la petite histoire, c'est quelque chose ça a été écrit, c'est effectivement le dernier poème à avoir été écrit par Joyce, chronologiquement. Donc avant, dans ce recueil. Dans ce bien recueil. Qui figure au milieu du recueil, c'est chronologiquement le dernier, oui. Une sorte de signature. Quand même. Oui. Joyce a eu maille à partir avec ses fellows, justement. Et notamment avec Oliver St. John Gogarty, qui était un homme de lettres de l'époque, qui n'a pas laissé grand-chose d'impérissable. Et il était d'une jalousie extrême aussi. Et il est plus ou moins tombé, je pense, dans un piège qui lui avait été tendu, parce que les Anglais aiment bien les practical jokes, les Irlandais aussi, donc les petites blagues qu'on se fait entre amis. Et la dernière fois, lors de son dernier séjour en Irlande, qui est donc antérieur à la composition de ce poème, il a cru comprendre que son épouse bien-aimée avait été infidèle, donc infidèle avec un autre poète qui s'appelle Porrick Colum.
Et il y a cette espèce de rejet de l'Irlande, qui est un lieu où Joyce ne peut pas créer. Joyce ne peut pas créer parce que c'est un... Enfin, il faut... Je ne sais pas si nous, on ne le ressentira pas, on n'aura pas cette expérience-là, et tant mieux. Mais ce que c'est que l'Église catholique irlandaise, la façon dont elle est là, présente... Alors les Italiens doivent connaître, hein, les Italiens connaissent la présence, cette espèce de chape de plomb. Elle est partout, de l'Église catholique irlandaise, l'Église irlandaise. Voilà, et donc c'est clair, oui, oui. Et anti-civilisatrice également. Mais donc c'est l'exil de son pays, de ses amis, avec qui il ne correspondra quasiment plus d'ailleurs, à la différence de Beckett, qui a beaucoup correspondu, qui a conservé ses amis, Thomas McGreevy notamment. Et à la fin, donc le dernier vers, His love is his companion, c'est une façon de dire que, bon, je ne fais plus partie de ce cercle, ou cet anti-cercle de poètes, ou ce cercle d'anti-poètes que je croyais acquis à la cause de la création, de la créativité, indépendante de l'affirmation du nationalisme irlandais, etc. Et puis, je n'en fais plus partie, mais je suis encore, je suis le créateur. Et en tant que créateur, j'affirme bien haut que mon amour, au moins cet amour-là, l'amour qui m'a suivi presque en catimini, parce qu'il faut... Joyce n'a même pas expliqué à ses parents qu'il quittait l'Irlande avec sa compagne. Ils n'étaient pas mariés. Ils ont vécu en union libre pendant plusieurs dizaines d'années. Ils se sont mariés sur le tard, si je puis dire. Alors, imaginez à l'époque ce que ça donne. Donc, his love is his companion. Moi, je vois très bien, le viatique, c'est la personne, mais c'est aussi la poésie, bien évidemment. Et à partir de là, il y a une déclaration d'indépendance de Joyce qui dit, moi, je ne suis plus irlandais. Je ne suis plus irlandais et je suis plus irlandais. À la fois, je ne suis plus, ne plus, et je suis plus, davantage. Le fait... Alors, ce qui m'a frappé donc, dans ce poème, qui est distingué par le préfacier, c'est ça qui m'a incité à vous demander aussi de venir. Donc là, on a un Joyce, donc une sorte de Dead Shadow, oui. Comme le titre du poème de Nerval. Ouais. Quelqu'un qui... Solitaire, l'inconsolé. Voilà, le veuf, l'inconsolé. Bon, sauf le solitaire. Pas veuf, mais dans tous les poèmes de Chamber Music que vous avez traduits, où est présente la figure de la compagne, de la femme, ça se limite toujours à nous serons ensemble sur le vallon, je touche ton sein, promenons-nous ensemble, etc. À aucun moment il ne surgit, ce qui va surgir plus tard, c'est Nora comme l'intermédiaire vers la profondeur de l'Irlande. Là, il y a un passage d'une lettre que j'ai noté sans la référence de l'année, malheureusement, où il écrit à Nora « Prends-moi au tréfonds de ton âme », ça c'est Chamber Music, et je deviendrai alors en vérité le poète de ma race. D'accord. Et là, il y a au fond cette bascule qui n'est nulle part dans Chamber Music, où, à travers la femme, il devient ce qu'il doit être, c'est-à-dire, il ne dit pas de la langue précisément, mais du peuple, mais le poète de la race, cette race que dans Portrait of an Artist, il parle de l'esprit, il dit exactement, je pars façonner dans la forge de mon âme l'esprit incréé de ma race. Exactement. Ou la conscience, je ne sais plus quel est le mot anglais. La conscience. The consciousness de ma race. Au fond, est-ce qu'il y a eu un moment où justement le rôle de la femme est devenu
je ne dirais pas ce qu'il est chez Dante, mais enfin, où elle est devenue la médiatrice vers, au fond, la vérité de la langue, la vérité du peuple. Très probablement. Et aussi parce qu'elle est son seul compagnon. C'est son seul compagnon. Joyce, de ces années à Trieste, Joyce retirera une amitié précieuse, celle d'Italo Svevo et Ettore Schmitz, qui un peu le personnage, la personne sur lequel est façonné. Voilà, lui apprend l'anglais. C'est un de ses élèves exactement à l'école Berlitz. Et, Carole, vous étiez intéressée aux lettres de Nora, oui, à Nora. Beaucoup à la suite d'un passage que vous m'avez proposé de commenter du séminaire de Lacan sur Joyce. Il y avait une phrase qui m'avait intriguée parce que Lacan dit il a un rapport étrange à sa femme, il aurait aimé l'avoir dans son ventre. Donc j'ai trouvé ça m'a frappé, je me suis dit, Lacan a forcément trouvé ça quelque part. Et donc, je me suis plongée dans la correspondance. Impossible. Alors, je trouve effectivement, je veux être dans ton esprit, mais je t'ai, toi, dans mon ventre, moi, un homme, malgré tout ce qu'il peut dire sur les différences hommes-femmes, sur le fait que tout ça est très fluctuant pour lui, etc. Et donc, j'ai fait une espoir de pause pour m'adresser, à passer un coup de fil à Jacobert à Lyon en disant cette phrase vient de quelque part. Et Jacobert me dit, est-ce que vous avez une minute? Ça faisait des mois que je cherchais, j'ai tout à fait une minute. Et il me dit, voilà, j'aurais voulu donner cette information à Jacques-Alain Miller et je l'ai ratée sur le mouvement, donc je vous la donne à vous pour la lui transmettre. Et donc je l'ai transmise à un colloque à Montpellier. Cette phrase fait partie d'un fragment retranché des exilés. C'est-à-dire elle est dans l'édition de la Pléiade comme fragment retranché, donc, qui n'a pas figuré dans la publication des exilés, où le personnage qui représente Joyce raconte comment il écrit. Et comment Joyce raconte comment il écrit. Il écrit face à un miroir dans sa chambre. Sa femme est dans son dos, sur un lit, et elle lit des ouvrages qu'il lui a donné à lire. Et c'est la condition qui permet à lui son écriture. Et il y a quelque chose que je n'ai plus en tête maintenant, sur il crée l'écriture en même temps qu'il crée sa femme. Il la fait lire, et en même temps, il y a quelque chose de l'écriture, il y a un très joli mouvement qui est décrit qui est proche de ce que vous approchez. Et c'est ce que Lacan traduit par il voulait l'avoir dans son ventre. Et alors il dit, il y a la phrase, qu'est-elle pour toi, lui demande son protagoniste dans Les Exilés, et il lui dit, je ne sais pas, j'aurais aimé la porter dans mon ventre. Et ensuite il raconte son écriture, comment elle porte aussi dans son ventre son écriture, et comment elle est nécessaire à ce que ça sorte de son ventre aussi, son écriture. Enfin, il y a une espèce de topologie très intéressante dans ce petit passage des Exilés retranchés que Lacan souligne en 3 mots, et il fallait vraiment Jacques Aubert, pour nous dire où c'était, parce que c'était vraiment très difficile à trouver. Oui, on n'a personne pour la vision mystique du bois éternel avec le serpent, du mundus, etc. On n'a personne pour nous dire. Ça doit être caché quelque part dans Jacob Böhm, je sens ça. Je ne vais pas se taper tout Jacob Böhm pour ça. Oui. Très intéressant. Oui, donc voilà, c'est vrai que c'est très intéressant. Mais alors, tout doit s'ajouter, je pense, pour aborder cette question de Joyce la politique. C'est évidemment la condition de l'exilé. Ça, c'est fondamental. Et donc, l'anti-exilé, c'est probablement Luthéran, l'être Luthéran. Alors, on peut peut-être passer à une autre famine, puisque, au fond, vous expliquez que l'œuvre de Joyce est à l'ombre de la grande famine irlandaise, et nous avons la famine de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, dont nous avons déjà parlé ce matin,
et pousse à Leningrad pendant l'horrible famine qui connaît des épisodes anthropophagiques, n'est-ce pas, il y a quand même pas si longtemps, naît une poésie absolument singulière qui ne figure dans aucune anthologie russe et qu'en France n'a pas eu un grand écho, et il fallait Nathalie Georges pour aller nous dégoter ça. Je pense que personne n'a eu le livre de poèmes, que moi j'ai eu. J'ai eu le dernier exemplaire, paraît-il, parisien, grâce à Rosemary toujours. Je n'ai pas eu le temps de lire tout. Ce que j'ai lu est hard, très hard, avec un vocabulaire extrêmement sobre, concret, très concret. Oui, je me suis dit que c'était en effet d'une famine à une autre et aussi d'un siège à un autre, puisque au fond le Tréamont est mort juste avant le siège de Paris. Oui. Donc on a une condition de la modernité, une situation extrême. Je n'ai pas encore tout à fait compris ce qui m'avait fait vous parler de ce poète comme ça à brûle-pourpoint, mais ça va venir. Oui, moi en m'adressant à vous, je pensais que vous auriez un bon... Oui, un Mallarmé ou quelque chose comme ça, mais je pense que... Pas Mallarmé, voilà. parce qu'on en a beaucoup fait. Voilà. Ça ne s'est pas passé comme ça, et donc j'assume cette étrangeté. Parlez bien dans le micro. Je l'assume parce que, en même temps, c'est tout un champ de la poésie qui m'échappe quant à son rapport à la langue. Là, vous savez que vous êtes la seule avec moi à connaître quelques poèmes. Personne ici n'en a lu. Brûlent tous d'en savoir davantage, je pense. Voilà. Puis peut-être que certains ont un rapport à la langue russe que moi je n'ai pas du tout. Donc c'est déjà une grande mutilation que d'avoir présenté. Vous allez en lire quelques-uns quand même. En français, donc, dans une traduction, c'est vraiment très contemporain. C'est dans une traduction de Henri Abril, qui lui est un Espagnol, qui traduit en français, qui maintenant habite en Russie et qui écrit des poèmes en russe. Donc on a quand même un certain brassage des langues qui fait un petit peu limite au rapport un poète, une langue. C'est quand même une condition de la poésie contemporaine. Et malheureusement, actuellement, aucun collègue russe n'est à Paris. Peut-être ils vont s'intéresser, en nous entendant, ils vont se mobiliser, se montrer et nous apprendre beaucoup de choses, j'espère. Alors, donner une idée de ces poèmes traduits en français. Posez les choses, vous avez la table. Là. Oui. Ma petite marque est partie maintenant. Je vais lire le dernier, puisqu'il était question de puits ce matin. Un soleil simple galope en se cachant, et les marmots dessinent un mensonge. Il y a une énigme dans l'âme de l'enfant, clapotis de l'omble et romans-songe, du moineau et de la faunesse, doigts enfantins, pareils à des glands. Dessin lourd de péril, comme un lambeau de fleuve, un cri, et les humains ne peuvent pas comprendre, remarquer l'inutile salut venant de l'au-delà, où la manche du fleuve n'a plus de bras, où les pattes du lièvre galopent séparément, où la berge n'est pas un conte, mais un délire aux pieds d'oiseau. J'ai comme une patte sur les yeux, et toi, et lui aussi, une croûte profonde, et la nature ne pourra plus jamais croître. Mais l'arbre a 3 jambes, 3 bras de jeune fille. Un passant tombé à genoux rit vers le ciel. Les chariots tressautent, enlacés à l'élan de la biche, s'enfoncent dans le jour comme une corde dans l'oreille. Artistes et lamproies, coqs et boucs crient tels des poissons. La nuit en balançoire s'est envolée vers Pékin. Ratons et louveteaux, chiots et poussins grognent, et je suis resté seul, soudain, comme un puits. C'est pas surréaliste, et c'est en même temps une sorte de non-sens envoyé d'un mot à un autre mot, probablement un chiffrage lié à une résonance des... C'est pas l'accès, là, je trouve, en choisissant ce poème-là. Non, c'est vrai. Parce que
franchement, il y a à peu près la moitié du livre qui est fait de poèmes qui ont 4 ou 5 lignes. Je vais en lire un. Ah ben j'en ai un, j'ai vu que j'ai... Après, on va les lire. Allez-y. Il y en a beaucoup. Ça, c'est le premier sur lequel je suis tombé. Ne me nourris pas de cèpes croqués. Ne m'embrasse pas de lèvres salées. Hélène, je t'ai troqué contre laine. Hélène, de me noyer, j'ai la flemme. Moi, je trouve que Hélène, de me noyer, j'ai la flemme, ça fait un choc quand on lit ça. C'est à la fois, c'est très simple et c'est très percutant. Encore un autre, après le je vous bourreau. laisserai. C'est le bourreau. Dans l'âme, vinaigre et pourriture. Aux tempes, l'angoisse et le gel dur. Je n'ai ni amour ni patience. Et un corbeau m'a tendu une branche. Dans mon âme, rien qu'un tremble, un chêne. Et l'automne a fui loin de nos plaines. Et nul hibou ne pleure. Et Nina, dans la tombe avec sa sœur, s'ébat. Et nul hibou ne pleure. Et l'écho, comme un rêve, un cri, une déchirure, comme une plaie, une fosse, comme moi. Là, je trouvais que ce comme moi qui suis une plaie, une fosse, une déchirure, c'est vraiment une poésie du déchet, l'homme rendu déchet. Le dernier que j'avais isolé, je l'ai lu avant de lire la postface. On voit que l'anthropophagie était réelle. Oui, c'est sur Rebecca. J'ai mangé la rieuse Rebecca. Un corbeau épiait cet affreux repas. Et le corbeau regardait d'un air las un être humain manger lentement un autre être. Le corbeau regardait, et j'aurais dû peut-être lui jeter une main de Rebecca. C'est quelque chose. Même en traduction, je ne sais pas comment c'est en russe, mais en traduction, il y a une densité de... Alors il y en a, oui voilà, on va finir sur une, je ne peux pas dire que c'est une note plus gaie, sûrement pas, mais c'est un peu plus énigmatique. C'est un petit quatrain. Le bourreau m'a baisé tantôt et m'a offert thé et brioche, et j'ai embrassé le bourreau sans toucher même à sa brioche. Eh bien, essayons de nous expliquer ce poème. Alors, comment allons-nous faire ? Ce qui est frappant, évidemment, c'est le bourreau, cité 2 fois en 4 vers. Il m'a baisé, je l'ai embrassé. Alors, baiser... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Brioche non plus, d'ailleurs. Brioche non plus. Non, mais là, le bourreau m'a baisé et après, j'ai embrassé le bourreau. Donc, baiser ne serait pas embrasser. Voilà. C'est peut-être ce sens-là. Deux mots différents. Personne ne lit le russe. Personne ne lit le russe. Ça a vraiment déserté les études. Judith avait étudié le russe. Personne ne... Moi, je l'ai étudié, mais pas assez. Comment ? Moi, je l'ai étudié, mais pas assez. Tu veux regarder les mots ? Non, parce qu'ils sont... Je ne saurais pas, c'est trop lointain et je n'ai pas un assez bon niveau. Il y avait un nommé Igor encore hier, mais il est parti là. Peut-être, Daniel Roy, vous pourrez demander s'ils connaissent Gwened Igor. Oui, je les ai demain sur Skype. Oui. Alors au fond, oui, il y a à la fois il y a l'amour, enfin quelque chose de l'amour, on ne sait pas quelle forme, et il y a une offre de biens, enfin, voilà. de nourriture. Et un refus. Et il y a le refus, voilà. on accepte l'amour, mais on refuse
le bien qui vient avec. Voilà, dans ce moment de famine, de dénuement absolu. Enfin, je pense que c'est évidemment un continent, la poésie russe, et puis il y a tous les poètes qui se sont mis au service de la Révolution, dont lui ne fait pas partie, mais je crois que c'est aussi quelque chose à étudier quand un poète se met au service de la Révolution. Ce qui est très russe, c'est sans doute le « j'ai embrassé le bourreau ». Je veux dire, voilà. on ne voit pas ça absolument. On demandait, les bourreaux demandaient l'absolution de la personne qu'ils allaient tuer. C'est un grand classique, ça, de donner le pardon. Anne Boleyn donne le pardon avant qu'on lui coupe la tête, qu'on la décapite. Elle donne son pardon au bourreau qui le demande. C'est un grand classique, ça. Embrasser, et avec le côté thé et brioche qui fait très Alice au pays des merveilles, Oui, enfin, qui fait Chapelier fou. Mais embrasser le bourreau, comme ça, je ne vois pas. On ne verrait pas ça en Espagne. J'ai embrassé le bourreau. C'est El Verdugo. Non. On n'embrasse pas le Verdugo. Voilà, c'est. Mais le côté j'embrasse celui qui me châtie, c'est très russe. Il y a quelque chose de. Enfin, il n'y a pas de russe pour dire le contraire. Mais. Bon. Continuons. Bon, c'est un continent. Alors, remarquez, il dit sans toucher même à sa brioche, mais on ne sait pas pour le thé. On ne sait pas. Pour le thé, puisqu'il y non, avait c'est pas thé pour et le brioche. thé, c'est vrai. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas l'expression, en fait, est-ce que c'est pas je vous offre le thé et la brioche, par exemple, comme je vous offre un verre de lait et des biscuits, est-ce que c'est pas un couple thé brioche, mais comme il n'y a plus de brioche, parce que de toute façon c'est la famine, est-ce que justement, c'est pour ça qu'il ne touche pas à sa brioche, parce que c'est pas. Vous voulez dire c'est un standard russe de thé et brioche, comme bacon et. œuf et bacon. Comme il n'y a pas de brioche, il voit que le thé, il ne touche pas, effectivement, il ne touche pas à la brioche. La brioche, c'est aussi, ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. Moi, c'est aussi ce mec-là. C'est une variante du pain et le vin. Pain et vin, c'est le poème de Hölderlin dans lequel il y a le fameux vers Pourquoi des poètes dans les temps de détresse. Oui, je pense d'ailleurs que c'est ça que j'avais dans la tête quand je vous ai parlé de Gore. C'est l'idée que la poète. Voilà. Pain et le vin. C'est dans un grand poème, une élégie de Hölderlin qui s'appelle Pain et vin, Wein und Brot. Ce vers qui aussi a éclairé le monde là, sur ce qu'est un poète. Bon, mais on arrive à faire des kilomètres finalement, oui. J'ai tapé sur Google embrasser le bourreau et je suis tombée sur un extrait des frères Karamazov. Ah, voilà. Vois-tu, Alyosha, quand je verrai ce moment. Alors, attends, c'est juste avant. Voilà. Tu as raison, Seigneur, car ta vérité nous est enfin révélée. Quand le bourreau, la mère et l'enfant s'embrasseront en répétant Tu as raison, Seigneur. Certes, alors tout sera accompli, expliqué, et c'est contre cet accomplissement que je me révolte, et je prends mes blessures à ce sujet pendant que je suis encore sur la terre. Vois-tu, Alyosha, quand je verrai ce moment, il se peut que je m'écrie avec tous les autres en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant. Tu as raison, Seigneur, et ce sera contre ma volonté. Je le déclare pendant que j'en ai le temps. Je me refuse à accepter cette harmonie universelle. Bon, donc c'est vraiment très russe. Oui. Dostoïevski n'est pas une référence dans ses poèmes. Il y a Gogol, il y a Pouchkine qui reviennent sans cesse avec beaucoup d'autres, des Français, des Anglais. Enfin, c'est quelqu'un qui avait fait des études, Gore, alors qu'il venait des confins de la Sibérie et qu'il était né en prison de ses parents révolutionnaires. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a toujours Google avec nous, c'est ça. C'est-à-dire la bibliothèque universelle ou à peu près. Et voilà, alors ça, il n'avait pas ça pendant le siège de Leningrad, lui, il n'avait que ce qu'il pouvait se remémorer. Et c'est magnifique d'ailleurs. Il faudrait en permanence, en fait, dans ce séminaire, qu'il y ait quelqu'un sur cette table avec l'ordinateur et quand on pose une question, qui tout de suite tape
pour avoir la réponse. Ouais, de ça se Google. fait. Ça se Ben fait. oui. Merci Anaël. Bravo Anaël. Voilà, donc c'est la question en fait. Pourquoi des poètes? Et il y a une sorte de réponse anticipée de Lautréamont qui statue un an avant. Non, pas un an avant. Par rapport à Hölderlin. Alors, non, c'est après Hölderlin, mais je ne sais pas s'il avait lu Hölderlin, Lautréamont. Ça, j'en sais rien du tout. Oui, dans les colloques de Cerisy, on ne parle pas de Hölderlin. On ne parle pas d'Hölderlin, voilà. Parce qu'il y a là aussi une mine. Je ne sais pas s'il savait l'allemand. Pas non plus, il savait l'espagnol, ça je l'ai découvert en voyant. J'ai vu qu'il savait, évidemment il savait l'espagnol puisqu'il était dans l'Uruguay, mais non seulement il le savait, mais il le lisait et il avait, semble-t-il, une culture de la littérature baroque assez conséquente, ce que je ne savais pas il y a 2 jours. Bien. Alors, au fond, là, la place de la politique, c'est surtout qu'il est dans une situation de guerre. Il n'y a plus de signifiants, enfin les signifiants maîtres, on ne sait pas où ils sont. Après, on les retrouve. À la fin du siège de Léningrad, toute la bureaucratie soviétique revient. On voit ça dans la poésie, là non, mais ce qu'on voit dans la note, c'est le destin des gens qui ont été à Léningrad. Parce que là, tout est écrit en 1942, ou à peu près. C'est ça. Il en a rajouté en 1944, mais lui, il n'est pas resté jusqu'à la fin du siège. Mais ils ne sont pas marqués, ceux de 1944. Il y a que... Ah si, au début. Il est dit dans la préface au début, il y a 1944. C'est ça. Mais il a été éloigné du siège, sinon il ne serait pas. Donc c'est une poésie de guerre. C'est une poésie de guerre, une poésie d'éclipse. C'est pour Marie-Hélène Brousse. Est-ce qu'on peut dire d'éclipse du signifiant maître? Est-ce qu'on peut dire d'éclipse du signifiant maître, au fond, où chacun est laissé avec sa propre constellation signifiante? Mais là, c'est ni une poésie d'éloge d'Encomion, ni une poésie de rebelle. Ni une poésie de poète maudit. Non, c'est ça. C'est de ventre qui crie famine, voilà, en quelque sorte. Et de ce ventre sortent des poèmes, sortent une sorte de chiffrage comme ça, d'un moment où il y en a un seul qui peut dire, justement. Alors là, est-ce que c'est un seul qui a fait la poésie pour tous, là, on pourrait dire, quand même. Entre brioche et bourreau, il y a une consonne d'écart. Voilà. Palach, calach. Entre bourreau et brioche, il y a seulement une consonne d'écart. Comment vous savez ça? Ça remonte. C'est votre connaissance du russe qui vous... Ancienne. Ah, mais alors ça se clarifie progressivement. Mais évidemment, c'est très difficile de parler d'un poète sans connaître la langue. Là, c'est palach, calach. Voilà. On y arrive petit à petit. On y arrive petit à petit, et ça met la question de la langue à une autre place, évidemment. Ça pose la question de la traduction, du décollage de l'amour de la langue premier, un peu légèrement parfois fétichisé. Enfin, là, on perd beaucoup, parce que si entre bourreau et brioche a une seule lettre de différence, c'est vraiment perdu beaucoup. Oui, alors je trouve que ça vient au bon moment. Parce qu'on a pu dire beaucoup d'autres choses avant de se fasciner là-dessus, au fond. Vous nous soumettez à un exercice extrêmement complexe, absolument. Non, mais... Personne ne peut lire ces poèmes. Quand on les lit, c'est dans une langue qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a la vous question emmenez de la dans un certain labyrinthe, là. Je ne sais pas si c'est un labyrinthe, c'est une certaine complexité. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des idées simples sur la poésie. Ça, c'est effectivement, quelque chose en moi se rebelle tout à fait contre l'idée qu'on pourrait avoir des idées simples dans ce domaine. Je pense que... Oui, mais il vaut mieux que la difficulté vienne une fois que, disons, des obstacles peut-être secondaires ou adventistes sont levés, parce que, évidemment, si on n'a pas le texte, alors là, c'est très compliqué. Si on ne connaît pas la langue d'origine, c'est aussi très compliqué. Donc, si on prend le livre que tout le monde a, la langue que tout le monde connaît, etc., là, on tombe sur les problèmes de la vraie complexité. Oui, mais la question, c'était la politique, le XXe siècle, la catastrophe. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai entendu, c'est-à-dire la réponse du poète au XXe siècle à une situation politique qui nous regarde, disons.
et contre laquelle s'est exercée une censure majeure. On a assassiné tous les gens qui Mais avaient en été Inde, il doit y à avoir, Leningrad avec de toutes près ou il de y a loin. des famines en Inde, il n'y a pas des poètes comme Gore aussi qui poussent. Non, très peu. Il y a très peu d'allusions en fait, à ces éléments dans la poésie indienne contemporaine, que je sache. J'arrive pas à trouver le nom d'un poète attaché à ça. Et pour l'instant, le terrorisme non plus n'a pas suscité des vocations poétiques. Non, enfin. Non, je comprends. Non, c'est dans le style catastrophe qui l'inspire. Ah ouais. Mais si je puis me permettre, je crois me souvenir, j'avais vu un documentaire sur le siège de Leningrad, et il était bien dit que les gens qui dans les bibliothèques, qui lisaient, qui créaient, qui écrivaient, survivaient, alors que ceux qui restaient dans leur lit, à essayer de s'oublier les uns les autres, ça mourait par les amis. De ce côté aussi extrêmement, je veux dire, érotique de la puissance politique, c'est très important. C'est quand même du côté de la vie, là. On est du côté de la vie. C'est très important. Oui, d'ailleurs, dans plusieurs poèmes, il n'y a que le poète qui survit. Tout est mort autour. Voilà. La femme, l'oiseau. Alors il survit, il témoigne. Ça aide à s'apercevoir que au fond, que tous les autres poètes se plaignent et qu'ils sont quand même bien nourris. Ouais. C'est pas la même poésie. Que vous avez lu, Comment? le poème que vous avez lu, Jacques Alain, il est nourri par Rebecca. Oui, c'est ça, oui. Particulier comme nourriture. Oui. C'est pas lui. Ah si, c'est lui. C'est un jeu, effectivement. Oui, Oui, c'est un jeu. Avec bien le qui c'est, mais c'est un jeu. corbeau d'Eglarpo qui le regarde. Oui. Remember. Souviens-toi de qui tu as mangé. Comment dire, il y a aussi quelque chose de très important, je pense, c'est cette limite absolument de l'humanité qui est le cannibalisme. Et là, au fond, il y a quelque chose de la guerre et des hommes qui produit la nourriture. Le cannibalisme et la famine produit sa nourriture, elle produit des cadavres. La brioche, c'est peut-être ça, le cadavre lui-même. C'est-à-dire le froid, la famine produisent de la nourriture qu'il refuse. Il y a peut-être quelque chose là Alors, j'ai un peu lu la postface, mais pas complètement. Il semble qu'il n'était pas poète avant, il n'était pas poète après, c'est un surgissement qui a il a étonné lui-même. Alors, il a été reconnu poète par qui, finalement? Très tard, hein, je crois. Ça, j'en sais rien. Mais, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment qui dise ça s'est retrouvé. C'est de la poésie, c'est de l'art, et c'est pas des ça s'est retrouvé tard. Je pense que ça s'est retrouvé après sa mort, je crois. Je le vérifierai. Mais c'est quelque chose qu'il a gardé avec lui, caché, qu'il a tenu secret. C'était hors de question de publier ça pendant des années. C'était une poésie illisible. Alors là, on tombe sur un certain... C'est comme dans... Non, j'ai un micro incorporé, moi. On tombe sur un certain cul-de-sac, comme dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, quand on arrive à la terreur et qui dit on coupe les têtes comme on boit un verre d'eau, et au fond là, on est dans un hors-sens total. Il faut vraiment une sorte d'année zéro pour recommencer. Donc avec Gore, on est aussi à une sorte de... on est à la poésie de l'anthropophagie. C'est vraiment limite. Donc je ne sais pas si la transition se fait mieux avec Quevedo et Góngora ou avec Leopardi. C'est au choix. Est-ce qu'il y a un rapport quelconque qu'on peut trouver entre Gore et... Non, hein, ça serait très tiré par les cheveux. C'est à notre temps, c'est dans notre moment, même historique. Et de la littérature même. Je ne sais pas si on peut passer... Au fond, avec Lautréamont, on a le 19e siècle, donc quelque chose d'assez exceptionnel au 19e. Là, c'est le drame de la Deuxième Guerre mondiale du 20e siècle. Leopardi, c'est le début du 19e, on peut être au 17e. On a laissé, au fond, le 18e, qui n'est pas un grand siècle de poètes en France.
il y a Chénier, mais enfin, ça n'avait pas un grand... donc, Góngora et Quevedo. Oui, là, on est en effet le XVIIe siècle à l'Espagne, c'est le siècle d'or, c'est le moment le plus important de la littérature espagnole, bien sûr, mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, un moment très important dans la politique et sociale en Espagne, parce que c'est le commencement du déclin de l'Empire espagnol. Et toute la querelle Góngora-Quevedo doit se lire dans ces contextes. C'est-à-dire la cour madrilène déjà commence à avoir un certain idée du déclin. Quevedo, il fait partie de la cour madrilène. Il est entouré de tous les puissants. Il est né même là, il est très jeune. Et par contre, Góngora, il n'est pas né dans la cour, il est né dans l'Andalousie, c'est-à-dire dans les provinces. Donc, il n'est pas quelqu'un proche au pouvoir, mais par contre, il a les pouvoirs poétiques. Il est le poète reconnu déjà par toute sa génération. Il est le poète qui a fait la coupure avec la Renaissance et qui a introduit le cultisme, la métaphore, les baroques, c'est-à-dire le langage le plus subtil qu'on peut faire dans la poésie espagnole, bien sûr, c'est Góngora, comme Jacques Lacan avait connu, qui se disait Góngora pour vous servir. Hein, c'était non, Góngora. C'est qu'on le critiquait lui comme étant voilà, un góngorien. Gongorique, comme on dit en français. Voilà. Je ne suis pas sûr que les gens qui disent Gongorique savaient qu'il était vraiment Góngora. Ça paraît, et les critiques sur Lacan, d'ailleurs, effectives, étaient plutôt ce qu'il faisait penser à Mallarmé. Mais il a choisi de mettre en avant Góngora. Je suppose surtout pour les cultes, par la métaphore. C'est la métaphore à la limite, Góngora. On doit déchiffrer toujours un texte de Góngora dans la métaphore. Donc il est le poète reconnu par sa génération. Et par contre, Quevedo, qu'il est jeune, très jeune, il est 19 ans plus jeune que Góngora. Et en fait, il est le jeune qui va essayer de tuer le maître. Donc, cette querelle, c'est une querelle entre le maître Góngora et l'élève Quevedo, qui est très jeune, qui est déjà dans la cour, qui a un rapport au pouvoir politique et qui va vraiment, si vous avez lu les poèmes que j'ai transcrits grâce à vous qui avez fait une révision de la traduction, ce n'est pas très facile de traduire, bien sûr, Góngora. Mais on voit vraiment... Oui, il faut remercier Nathalie Georges qui a repris tout le texte de Michel Bassol, qu'il a fait mis en français. Elle l'a lissé formidablement. Elle a fait une version, je dois dire, excellente, très baroque en plus. Mais les poèmes, c'est vrai, c'est très difficile à traduire parce que chaque mot est une sorte de condensation métaphorique qui renvoie à plusieurs sens, comme par exemple le antojo. Stella m'a demandé avant, mais on a traduit antojo par anteojos. Ce sont les lunettes de Quevedo. Quevedo, il était presque aveugle, pas aveugle, mais il avait beaucoup de difficultés dans la vision. Et donc, Góngora lui répond en faisant un jeu de mots avec antojo, que c'est le désir, et les anteojos, qui est les lunettes, pour se moquer de lui, pour se moquer de sa cécité. Pas seulement cécité réelle, mais cécité comme traducteur des Grecs. Donc, si on lit ces sonnettes, on voit qu'il y a vraiment un jeu d'artifice, de métaphores très difficile à suivre. La question donc, c'est vraiment que c'est... Et ça n'a vraiment pas... en France, ça n'a pas pris. On ne peut pas dire ni Quevedo d'ailleurs, ni Góngora. C'est très difficile, il faut dire. Moi, j'ai essayé de... La Soledades, j'ai essayé beaucoup de fois, bon, il y a des notes, etc. C'est passionnant, mais enfin, on progresse à une allure de tortue, et donc... Oui, mais même pour un espagnol maintenant, c'est très difficile de suivre la Soledades, par exemple, que c'est l'édifice le plus subtil de la métaphore en castillan. Vraiment, c'est quelque chose... En même temps, c'est un petit livre de poésie. Oui. On se dit qu'on en viendra plus facilement à bout que de Finnegan's Wakes. Mais finalement, c'est...
Alors, tous les érudits ont dit, bon, c'est un exercice de style entre des grands poètes, ce n'est que ça, mais il y a toute une nouvelle lecture, bien sûr, qui a montré qu'il y a une vraie lutte politique, sociale, dans cette querelle Góngora et Quevedo. Mais je voudrais faire référence je dirais, à les tierces exclus dans cette querelle. Parce que je crois que pour comprendre vraiment cette querelle au sein du baroque espagnol, il faut faire référence au troisième, le troisième auteur plus important dans le baroque, c'est Baltasar Gracián. Que c'est la référence de Lacan justement dans les séminaires 17. Parce que c'est Baltasar Gracián qui portera à la limite le cultisme de Góngora, mais en tirant des conséquences éthiques. Parce que dans Góngora et Quevedo, on trouve un langage poétique très important, mais il n'y a pas une conceptualisation claire de les rapports à la langue. Et c'est chez Gracián, Baltasar Gracián, qu'on trouve cette élaboration très dans son traité de la agudeza de espíritu. Agudeza y arte de ingenio, aussi dans l'oraculo manual y arte de prudencia, que c'est vraiment... Tout ça a été traduit en français, retraduit. Il y a un volume du Seuil qui comporte tout ça, qui est très mal édité, enfin très laid comme volume, mais bien traduit. Et je crois que finalement, là, chez Baltasar Gracián, nous trouvons l'hérétique, vraiment la figure de l'hérétique comme telle dans la littérature espagnole, dans la politique et dans la religion. Chez qui? Baltasar Gracián. Vous trouvez? C'est vraiment, je crois que c'est une figure de l'hérétique. Il a été chassé des jésuites. Il était un jésuite très formé, très important. C'est ça, moi c'est ce qui me gêne toujours chez Gracián, que j'aime beaucoup, mais c'est son côté loupé, quoi. C'est un jésuite loupé, qui se fait chasser. Il y a un côté par où il n'est pas conforme à son essence, à son concept. Enfin, Il a fait une critique féroce de l'imposture de l'Église à ce moment-là, des faux semblants de l'Église, et on ne lui a pas pardonné, surtout après les Criticons, qu'on a traduit ici en France comme l'homme des cours. Non. Non, c'était pas. Ah, c'était les Criticons comme tel. Oui. D'accord. Les Criticons, on a traduit comme ça, les Criticons. Oui. D'accord. Surtout après les Criticons, on l'a mis presque en prison. Oui, c'est comme Machiavel, on les porte au nu, etc. Mais enfin. Oui. C'est un. Mais. Éric Laurent proteste. Parce que Fumaroli, qui a écrit 8 grands rhéteurs catholiques, a consacré toute une étude à Gracián pour en faire le jésuite par excellence. Il en fait le chevalier catholique des lettres, et il note qu'à l'époque, en effet, Gracián a été traduit immédiatement en français, et qu'il a été traduit comme l'excellence même de ce que devait être le chevalier des lettres chrétien. Et comme homme de cour, c'est amusant que tu dises, toi, que tu vois comme hérétique, effectivement, beaucoup plus, et ça doit sans doute être plus vrai, parce que dans cette perspective, mais Fumaroli... oui, c'est l'édition. Fumaroli a fait l'édition, je crois que c'est Folio, en tout cas chez Gallimard. Il a fait l'édition de Gracián. Il a fait l'édition de l'homme de cour, avec une très grande préface, très longue préface, très bien, qui nommait pas l'intérêt de Lacan pour Gracián. C'est mentionné. C'est mentionné avec des erreurs. En lisant ça, je m'étais dit, tiens, j'ai lu ça quand c'est sorti, je me suis dit, je vais peut-être lui signaler les erreurs. Et puis je me suis dit, l'homme qui signale les erreurs n'est quand même jamais bien reçu, donc même si c'était sur un point secondaire comme Lacan pour lui, je n'allais pas le faire. Oui, il a été très bien reçu en France. Est-ce que Fumaroli dit il valide ça? Ça, je ne me souviens pas. Il a été très bien reçu en France et il a été traduit immédiatement. Et c'est sur cette traduction
cette traduction du XVIIe siècle qu'on a vécue, mais Amelot de la Houssaye, mais est-ce que Fumaroli valide que c'est vraiment l'exemple jésuite exemplaire? Je me souviens pas. Il veut en faire ça. C'est-à-dire, ça, je me souviens pas. Contrairement à ce qui serait, disons, la version machiavélienne de Gracian, c'est au contraire une pensée politique chrétienne qui est la fine fleur du jésuitisme international au moment de sa plus grande influence, et il en fait celui qui a su trouver la langue pour transmettre cette politique anti-machiavélienne. Oui. Donc je ne me souvenais pas que Fumaroli validait son... Bon, en tout cas, c'est Gracian qui a fait l'éloge aussi des politiques, des politiciens. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est le type qui fait le traité de politique et qui se fait mettre en tôle parce que il n'a pas su manœuvrer avec les puissances du jour. C'est sans doute un peu du réalisme hegelien, un peu grossier de ma part, mais à la limite, ça donne Henri Guénaud battu à l'élection et disant l'électorat est à vomir, etc. Enfin, c'est-à-dire, à la limite, ça donne la loi du cœur au sens de Hegel. C'est la belle âme poussée jusqu'à la loi du cœur. Vous êtes tous des ordures, vous êtes tous, et je m'en vais tout seul, un peu comme Joyce, fidèle à l'ancienne noblesse et avec mon amour pour compagne. Il y a ses côtés chez Gracian. Comment? Il en fait un saint. La revue, dit-il dans ses éditions. Oui. C'est-à-dire proprement traduit par le cours, dit-il, parce que le propre du saint, c'est une parfaite d'éclat. Oui. En tout cas, il dit aussi que Gracian, il a senti l'avènement de la science du XVIIe, XVIIIe siècle. J'étais content qu'on parle de Quevedo et de Góngora parce que Gracian, je commençais à en avoir... Depuis que Lacan en a parlé, on parle tout le temps de Gracian. Non. Et non, mais Lacan en a parlé, c'est l'espagnol des philosophes, c'est-à-dire Schopenhauer en parle, Nietzsche en parle, Jankélévitch en parle, etc. Lacan est venu assez tard dans cette liste. Il a dit 3 mots, évidemment, ça nous a marqué, et c'était spécialement bien ajusté. Mais ajoutons quelques personnages supplémentaires, simplement, à notre... Oui. Non, justement, par rapport à la querelle Góngora-Quevedo, c'est très important de signaler la reprise de cette querelle, qui continue toujours, dans la génération de 1927, c'est-à-dire juste avant la guerre civile espagnole, où toute une génération très importante, où il y a García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda. Donc c'est toute une génération très importante. C'est peut-être la génération plus importante dans la poésie espagnole après cette génération, et qui a repris tous ces débats en faisant de Luis de Góngora et Argote les points fondamentaux de sa position. Plutôt comme une position plus révolutionnaire que celle de Quevedo. Même. Et révolutionnaire quant à la langue. Quant à la langue, voilà. Et c'est un peu comme on a fait de Mallarmé. Comme on a fait un peu de Mallarmé. Mallarmé, toute ma génération, au fond de normalien, a passé son temps à célébrer Mallarmé comme étant le prophète des temps modernes, un communiste admirable, etc. Enfin, Et même comme un révolutionnaire, même politique, parce qu'on l'a pris un peu comme la lutte contre le centralisme du pouvoir espagnol. Góngora, il était andalou, il était des provinces, donc il était juif. Comment? Il était juif, descendant des juifs. Marane, de Marane. Oui, exactement. C'était descendant des Maranes. Non, ils sont partout. Tandis que ils sont partout. Tandis que Quevedo, il était un antisémite il a écrit un texte que c'est exécration contre les Juifs, très
très forte. Et donc, la génération de 1927 a repris Góngora, une revendication de Góngora, comme ce qui avait été exclu de la culture espagnole avec l'exclusion des Juifs et des Arabes. Alors, chez Góngora, en dehors de ces poèmes extrêmement difficiles, ça serait bien un jour quand même d'en prendre un et d'essayer de... Il y a des bons commentaires certainement maintenant. Il y en avait oui. Il y avait Menéndez y Pelayo. Menéndez Pelayo, Damaso Alonso de la génération des 27. Maintenant, il doit y avoir des choses récentes oui. que je n'ai pas suivies. Ça serait bien un jour d'étudier à fond un poème de Góngora. Mais je ne sais pas s'il y a de la correspondance ou s'il y a des... Correspondance entre... des lettres, si dans les œuvres complètes de Góngora... Et oui, je crois qu'il y a un épistolaire, pas avec Quevedo. Avec Quevedo non, pas avec Quevedo. Mais je crois qu'il y a quelques textes de correspondance, oui. Il faudrait rechercher. Bon. Alors, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour Léopardi, mais on va passer à Léopardi. Simplement sur Quevedo, moi, mon roman espagnol favori, c'est El Buscón de Quevedo, qui était une des choses les plus drôles qu'on ait écrites. Il y a un certain nombre de jeux, mais avec les notes, on s'en tire bien. Et c'est un roman, je ne sais pas comment ça donne. En français, déjà, on voit que c'est très drôle. C'est traduit dans la Pléiade dans les romans espagnols, je ne sais plus ce qu'ils ont mis, romans espagnols, etc., où il y a Lazarillo de Tormes, qui est déjà... Picaresque, roman. Et qui est un petit volume de la Pléiade, vraiment qui est recommandable, avec Lazarillo de Tormes, qui est tellement drôle, et avec le Buscón. Alors l'espagnol, c'est encore plus goûteux. Prenons Léopardi. Oui, merci. Je suis très contente de parler de Léopardi, qui est un peu oublié en France. Donc, que vous m'avez sollicité d'en parler, ça m'a fait plaisir. Alors, pour lier avec tout ce qu'on a dit, je peux commencer pour dire que lui aussi vit dans une époque où la pulsion de mort s'est pas mal déchaînée. Il naît 5 ans après la décapitation de Marie-Antoniette et tous les bouleversements qu'il y a dans la noblesse d'Europe. Lui, il est noble, il est fils d'un comte et d'une marquise. Et il va rester sur Terre que jusqu'à 34 ans. 37 ans. 37 ans. Il a une œuvre immense, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie la plume à la main. Seulement ça, c'est un petit parti. Ça, c'était un petit extrait de son œuvre. Il y a des volumes comme ça. Zibaldone, c'est par là que je suis rentré dans voilà. Léopardi. J'étais tout à fait fasciné par cette œuvre que j'avais achetée en italien. Il y avait une édition donc de ce livre énorme, très peu cher, pour 3 €. Je sais pas, on avait un énorme truc. Personne ne la lire. Et écrit tout petit. Et il semblait y avoir toute la sagesse du monde. Et j'ai été absolument fasciné pendant plusieurs mois par le Zibaldone. Et plusieurs personnes ont été fascinées avec vous, comme Nietzsche, Schopenhauer, qui a écrit des choses sur lui, 2 lignes de Schopenhauer. Personne n'a creusé aussi profondément le sujet et ne l'a épuisé aussi complètement que de nos jours Léopardi. Le sujet, quel sujet ? Le sujet... Le sujet de tout. Voilà. L'homme, voilà. Il en est tout rempli et tout pénétré. La dérision et la misère de notre existence, voilà ce qu'il peint à chaque page de ses œuvres, avec une telle diversité de formes et de tours, une telle richesse d'images, que, loin de provoquer jamais l'ennui, il excite bien plutôt chaque fois l'intérêt et l'émotion. Donc j'ai introduit comme ça avec cette citation de Schopenhauer. Et après, il vit l'époque où l'Italie est traversée par les invasions des Français et des Autrichiennes, c'est-à-dire les 2 puissances se partagent le territoire. Et il arrive à la Restauration, c'est-à-dire au Congrès de Vienne en 1915, quand il a 17 ans. L'Italie est dite qu'il n'était qu'une expression géographique dans les mots de Metternich.
Donc, pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que effectivement, avec sa poésie, lui aussi se rebelle contre le pouvoir constitué, la religion et l'autorité. Mais il doit faire tout un cheminement pour y arriver. On ne peut pas parler de Leopardi sans passer par sa biographie, son histoire. J'ai donné quelques éléments dans l'image de sa mère, je ne vais pas reprendre, mais c'est important de savoir que c'était un enfant un peu malade, difforme, avec des problèmes aux yeux, un peu comme Quevedo, hein, c'est bizarre, ses enfants et Joyce aussi. Et donc, il se réfugie. Pour échapper à cette souffrance psychique, physique, morale, il se réfugie dans la bibliothèque de son père. Son père avait une immense bibliothèque, peut-être la plus grande bibliothèque d'Italie, 20 000 volumes, j'avais écrit 12, c'est 20 000. Si vous avez l'occasion d'aller à Recanati, il faut aller voir cette maison, c'est un musée. On passe d'une pièce à l'autre, ils sont étouffés jusqu'au plafond. Vous qui aimez les livres, il faut aller à Recanati, la maison de Leopardi. Et là, lui, l'enfant, avec son frère et sa sœur Pauline, étudiait. Il sortait presque jamais parce qu'il ne pouvait pas se mélanger trop avec le peuple. Et c'était le père qui faisait leurs études, leurs précepteurs. Ils avaient aussi des précepteurs. Mais Leopardi a fait une carrière d'études surprenante. Il parlait à 15 ans toutes les langues possibles, même l'hébreu. Il a appris l'hébreu pour faire une surprise à l'anniversaire de son père. Son père, en 15 jours, son père organisait des petites compétitions pour des essais. Leur dissertation venait réciter avec un public choisi. Donc, c'était vraiment les études. En plus, son père, le comte Montaldo, avait été interdit par l'État de s'occuper de ses biens, parce qu'il avait fait tellement de dégâts et avait tellement de dettes que donc c'était l'état de l'Église. On dit pas ça, on dit en français les états pontificaux. Lo Stato della Chiesa, et les marques faisaient partie de ça. Donc le pape avait le pouvoir temporel et spirituel, sauf juste à Napoléon qui lui a enlevé le pouvoir temporel. Mais pour dire que ce monsieur, le père faisait toutes ces épreuves pour les enfants, et il le permettait. C'était assez illuminé. Il était un peu fou, mais il était illuminé parce qu'il lui permettait de lire les livres interdits, c'est-à-dire mis à l'index. Alors, il y avait vraiment quelque chose de très précis. L'État de l'Église disait qu'il fallait fermer à clé, et lui demande une dispense pour lui et pour ses enfants, même pour Pauline, la fille, qui peuvent accéder à tous ces livres, c'est-à-dire Machiavel. Ce n'étaient pas des livres d'érotisme, c'était des livres de l'illuminisme français, par exemple, ou Machiavelli. Mais pour dire, à l'époque, même le livre d'Edoardo Weiss, hein, ça n'a rien à voir avec Leopardi, avait levé tous d'interdiction, et la revue aussi de psychanalyse a été interdite par le Vatican, donc dans la liste des livres. Tout ça pour dire comment sa formation a été énorme, poussée, mais la douleur d'exister, le mal de vivre, qui est en fait un poète cher aux adolescents italiens. Oui, voilà. Il était très amoindri physiquement. C'est parmi les grands esprits très amoindris, oui. Comme il y a... Qu'est-ce qu'il y a des grands esprits très amoindris comme ça? Avant, je disais que même Quevedo était amoindri. Quevedo, oui. Il était bossu, les yeux, il était souffrant, il est mort jeune parce qu'il était très fragile. Et donc, il criait à la nature et à Dieu pourquoi il avait fait comme ça. Et Kant n'était pas en très bonne santé. Enfin, en tout cas, il avait la poitrine concave ou quelque chose comme ça. On donne des descriptions. Oui. Et avec une mère... Mais il a vécu assez longtemps. Leopardi, non. Non, Kant. Ah, Kant, vous dites. Oui, excusez-moi. Voilà, oui, Kant aussi. Donc, il y a quelque chose de ces enfants un peu malades qui ont fait des génies, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, le Leopardi fait beaucoup penser justement à John Stuart Mill, que j'évoquais ce matin, qui était
donc le fils de James Mill, qui était un collaborateur très proche de Bentham. Et donc, ils avaient décidé de l'éduquer d'une façon vraiment utile, enfin, dans l'idéologie utilitariste. Donc, ils lui avaient bourré le crâne à James Stuart Mill, qui savait tout aussi à 15 ans, et ça, et a fait une... Mais alors, lui, il a eu la bonne idée de faire une grande dépression à ce moment-là, et qu'il a remis sur pied, enfin, et ensuite, il a vaqué à ses occupations d'empiriste, et il a fait une œuvre importante sur le libéralisme, mais ça fait pas. Il y a eu quelque chose comme ça un peu pour Léopardi, sauf que au fond, il a été mal du début jusqu'à la fin, quoi. Oui, il a toujours mal, mais ce qui a changé, c'est sa façon de penser, c'est-à-dire tout de suite à adhérer évidemment à la pensée de son père, donc lui aussi réactionnaire et contre les changements, et après, au fur et à mesure, il commence à changer l'idée de la nature. La nature n'est plus la bonne mère à la Rousseau, et après les hommes sont corrompus par la civilisation, mais c'est le contraire, même pas le contraire, c'est la nature, la faute de... Et alors, comme vous m'avez dit quand nous en avons parlé, il a quelque chose de Stendhal, enfin c'est moi qui dis ça, mais il a quelque chose de Stendhal dans ce que nous avons dit, à savoir, en effet, il révérait, il avait quand même l'idée, c'était mieux avant. C'est-à-dire l'idée que dans l'Antiquité, les valeurs, la vertu, l'honnêteté, le courage avaient du sens, et qu'avec les temps modernes, tout ça se perdait, et donc il y a quand même la douleur du moderne qui pleure les vertus antiques. Oui, c'est ça. On a dit de lui, c'était le grec de l'Italie moderne, etc. Un peu comme Stendhal, au fond, la Chartreuse de Parme, c'est quand même une histoire du XVIe siècle transposée au XIXe. C'est-à-dire, c'est quand même les valeurs prémodernes insérées dans un contexte où il y a les douaniers, il faut tamponner, etc. Et donc, il y a quelque chose de commun entre les deux dans ce... Oui, vous avez raison, mais en même temps, je le trouve moderne, Léopardi, pas dans la nostalgie de l'ancien. C'est une force, un courage dans l'actualité, dans l'engagement, pour rester dans notre thème d'aujourd'hui, et contre l'endormissement que l'Église, par exemple, produit dans les citoyens, avec un monde, il dit, monotone et sombre et endormi. Et c'est drôle, je l'ai un peu écrit, sa façon de regarder la modernité sur tous les produits de la science et de la technologie. Il dit oui, d'accord, très bien, la montgolfière à son époque, la montgolfière, le télégraphe, la vapeur et les navigations à vapeur, mais tout cet optimisme incroyable en pensant que c'est le bonheur des hommes. Ah bah ça, c'est le grand classique des antimodernes, voilà. Comme on les a appelés compagnons. Donc... Je dois dire, moi, personnellement, j'ai ma claque pas de Léopardi, mais de le côté tout ce que nous avons perdu. Donc, je ne le vois pas comme une perte. Je crois qu'il ne tient qu'à nous de réactualiser les vertus antiques aujourd'hui. Voilà, parce que justement, il croit que il faut retrouver cet élan dans un sens républicain et patriotique. L'Italie est sous l'oppresseur, l'étranger, l'envahisseur, et pour lui, c'était important de travailler dans ce sens-là, même si il est fils de son temps, est né à la fin du XVIIIe dans l'aristocratie italienne. C'est quand même le rapport avec son pays, le peuple de son pays, son histoire, c'est quand même ce qui donne un ressort justement au retour des vertus antiques. Et l'internationalisme, je m'excuse pour ceux d'entre vous qui sont de filiation trotskiste, mais l'internationalisme trotskiste qui efface les frontières et dit « je suis frère de l'opprimé, quel qu'il soit, je ne veux pas connaître les frontières », je crois qu'il y a quelque chose qui est profondément détraqué dans ce... Pascal Fary, je parle sous votre contrôle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette internationale. Là, on le voit, le ressort que donne
le fait de s'ancrer dans la langue de Babel. Et il y a un côté adamique chez les trotskistes, pour le dire d'une façon noble. C'est comme si on parlait tous la même langue. C'est comme le retour en deçà de Babel. Mais non, il y a eu Babel entre-temps et on ne peut pas l'effacer. Ils peuvent jouer à effacer les frontières, etc. Mais on ne parle pas les mêmes langues et on n'est pas sensible aux mêmes accents. Et donc là, tous les poètes que nous énumérons, qui dit poète, dit rapport avec la... alors, est-ce qu'il y a des poètes trotskistes? Ça, c'est... Il doit y avoir des poètes trotskistes. Oui, vous en connaissez. Très bien. Je veux ajouter encore une chose, sa modernité, on la voit aussi dans sa façon d'écrire, parce qu'on met toujours en avant le pessimisme, les pleurs, la nature, l'amour manqué, mais il y a des œuvres de satire politique où il invente que les libérales, les partisans qui font les rebelles, la révolution, sont les souris, après les papistes sont les grenouilles, les Autrichiens sont les crabes, et tout on lutte entre eux de façon très amusante. Il faudra qu'on reprenne là, on vient de passer en revue beaucoup de poètes, tout ça est incitatif pour, on reprendra ça avec au fond des textes, et peut-être, moi je passerai bien 2 heures sur un poème de Léopardi, si on a de la matière pour l'étudier. Alors oui, Francesca voulait dire un mot. Levez-vous pour prendre le micro. Non, je voulais dire que la modernité de Léopardi, elle réside aussi dans la notion d'infini et d'ennui. C'est-à-dire que l'ennui est causal chez lui. Premier, il n'a connu... Enfin, c'est écrit, monsieur, je dirais. Oui. Et donc, je vous donne juste une référence de la manière dont il fait couple avec son père, qui est justement un couple. Et du père, il passe au capitaine. Donc le père est le médium vers le capitaine. Il dit « J'avais pris l'habitude d'attendre les réactions de mon père pour régler les miennes, l'intensité de mon chagrin ou de ma peur, comme si j'étais alors incapable d'en juger seul. Je le voyais impassible et je devenais impassible, etc. etc. Quand j'étais loin de lui, j'éprouvais souvent le désir sensible, quoiqu'il réfléchit, d'un tel refuge, etc. D'un tel refuge. On a eu 1000 fois l'occasion d'observer que les soldats même, quand il s'agit de vétérans très expérimentés, plongés dans la tourmente des dangers, des incertitudes, des calamités de la guerre, sont souvent suspendus au jugement, aux paroles, aux actes, à l'expression du visage de quelques capitaines. Alors, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous en tirez? J'en tire que l'ennui infini chez lui, cette espèce de trou, l'a branché complètement sur le monde social, sur la politique, mais que lui-même, il s'appuie, ce qu'on disait tout à l'heure, il s'appuie sur le père, comme John s'appuyait sur la femme, lui s'appuie sur le père pour convaincre. C'est ça. Oui. Moi, je me presserais. Enfin, la psychanalyse des poètes, c'est encore un autre. Non, mais je citais ce qu'il écrivait, c'est pas moi que j'extrapole pas. Non, d'accord. Vous avez tiré ça du Zibaldone. Ah ben oui, oui, d'accord. L'infini, c'est justement la poésie que j'ai mis en exergue parce que c'est un peu l'emblème. C'est un trou infini. Mais le vrai poème, qui est le manifeste éthique de Léopardi, c'est la Ginestra, comme on dit en français. La Ginestra, c'est un fleur. Moi, je connais plus la prose de Léopardi que les poèmes. Comment? Vous voulez 4 lignes de poème? Bien sûr, allez-y. Ça, je lis en italien rapidement. Il faut le lire en italien d'abord. 4 pages, mais je lis 4 lignes. Lisez-le d'abord en français et après en italien. Sylvia, te souviens-t-il du temps de cette vie mortelle quand la beauté brillait dans tes yeux fugitifs et riants et que, pensive et gaie, tu gravissais le seuil de ta jeunesse? Sylvia est morte, elle était amoureuse de lui. Il n'a jamais parlé avec elle, n'a jamais parlé. Oui, elle n'a jamais touché une femme, Léopardi, mais Sylvia, c'est un peu sa Béatrice. Et en italien,
Silvia, rimembri ancora il tempo di tua vita mortale, quando beltà splendea ridente e fuggitiva nei tuoi occhi ridenti, e tu, lieta e pensosa, illimitar di gioventù salivi? Là, c'est la poésie et le poème où il y a la phrase que j'ai écrite dans mon texte sur la natura, quand il dit « Pourquoi tu ne tiens pas ce que tu promettais alors? Pourquoi te moques-tu de tes enfants ?» Te moques-tu de tes enfants, pardon. Et là, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup en Italie quand on est un peu désespéré. Et on dit ces phrases de Leopardi. « Oh natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? » Qu'est-ce qu'on dit alors? En français, c'est quoi? En français, c'est « Oh nature, nature, pourquoi ne tiens-tu pas ce que tu promettais alors? Pourquoi te moques-tu de tes enfants ?» On dit ça en Italie. On le dit, je ne sais pas si maintenant les enfants étudient encore par cœur Léopardi, mais de mon époque, tout ça c'était appris par cœur à l'école primaire. Et vous disiez ça, vous, quand vous... Oh, natura, natura, dans les moments de désespoir. Mais Léopardi dit que la nature, c'est Dieu. Donc, pour ne pas mal nommer le nom de Dieu, pour ne pas préquer contre Dieu, des Italiens, mais la nature, ils peuvent tout dire. Donc, mais en réalité, c'est Dieu qui est visé. Alors, il va être le moment de passer à la dernière séquence. Je ne vais pas lire ça, bien que je me promettais tout un plaisir de vous lire des extraits de... ça, c'est un livre qui s'appelle, qu'on trouve, je ne sais pas quelles éditions, c'est des éditions un peu inconnues, Le temps qu'il fait. C'est Giacomo Leopardi, 10 petites pièces philosophiques, et là-dedans, il y a un morceau extraordinaire qui s'appelle Éloge des oiseaux, où il fait l'éloge des oiseaux qui sont les plus gais des créatures, etc., et qui est une allusion aussi à la langue des oiseaux, qui est supposée être une langue primitive aussi. Et bon, c'est merveilleux, et à la fin, il décrit leur joie de vivre et que ce qu'ils ont de commun avec les hommes et qu'ils sont mieux encore, et leur imagination qui n'est pas l'imagination de Dante, etc. Et ça se termine merveilleusement. Et de même, moi, j'aimerais un moment être changé en oiseau pour connaître la jouissance et la joie de leur vie. C'est un très très beau morceau de prose, mais de prose poétique. Et en tout cas, toutes les pièces sont intéressantes, mais celle-là est la plus belle. Leopardi, donc 10 petites pièces philosophiques autant qu'il fait. Et ça, c'est une biographie, la dernière, de Pietro Cittati, traduite en français par Brigitte Perrol, très intéressante. Oui, c'est un peu le spécialiste des biographies, il en fait beaucoup à la chaîne, Cittati, non? Oui, oui, c'est vrai, mais c'est bien fait. On aimerait mieux un léopardien, vraiment les... C'est un roman pour l'été sur la plage. Ah, oui. Ah non, moi je ne recommande pas ça. Des travaux d'érudition extrêmement pointus, c'est ça qui me repose. Non, mais il y a ça aussi.